Mardi 6 novembre, bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, deuxième jour de la semaine. Le grand rendez-vous se poursuit avec vous. Merci de toujours répondre présent au rendez-vous. À présent, la météo. Alors ce soir, avec la carte postale, nous sommes à Ouida, la ville d'Amandine Nanyembosso, qui salue justement toutes les populations de Ouida. Le menu de ce grand rendez-vous à présent, nous aurons 3 rubriques et nous allons démarrer avec Nature et Bien-être, hypoacousie ou baisse de l'audition. On en a parlé semaine dernière. On y revient aujourd'hui dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé et son invité. L'Internet des objets, avez-vous entendu parler de ça? On n'en est pas très sûr, mais restez avec nous pour le savoir. Notre invité est d'ailleurs déjà là. Est-ce possible d'étudier et de préparer son avenir professionnel en même temps? Eh bien, l'invité d'Autant Savoir viendra répondre à cette question. Restez avec nous, c'est toujours un plaisir de vous savoir là. Et fidèle, vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Nanyembosso est déjà là. Amandine Nanyembosso, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. Je vous ai vu très heureuse et avec la carte postale qui nous emmène chez vous. C'est tout naturel, Agnat Bello. Ça se comprend. On vous laisse pour la présentation des titres. Au menu du journal ce soir, la rencontre des États membres de la CEDEAO sur l'employabilité des jeunes. Il faut retenir que l'agro-sylvo-pastoral est un secteur d'avenir. Le phénomène des enfants sorciers reste d'actualité au Bénin. Pierre Claver Tossou dénonce le problème dans un ouvrage intitulé Biondo. Et puis la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora a démarré depuis ce lundi, une occasion pour les acteurs culturels de se pencher sur la question des droits d'auteur et droits voisins. Amandine Nanyembosso, on vous retrouve à 19h45 pour le journal. Donc, chers téléspectateurs, prenez le rendez-vous. Place au premier plateau. À présent, Autant Savoir. Voilà, Internet des objets, de quoi s'agit-il concrètement? Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Raoul Lechédé. Il est expert en numérique. Bonsoir, monsieur Lechédé. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, avec vous, on parle déjà d'Internet des objets, mais c'est un concept qui n'est pas encore très connu ici. Déjà, dites-nous, c'est quoi l'Internet des objets? L'Internet des objets, disons globalement que c'est l'extension du réseau d'Internet aux objets liés au monde physique que nous avons d'habitude. Pour être un peu plus concret, il faut voir un peu les objets qui ont l'habitude d'interagir avec notre quotidien, que ce soit les montres connectées, les bracelets électroniques qu'on utilise, ou les lampes que nous essayons de commander à distance, ou même les portes de garage que nous essayons de manipuler tout le temps et qui envahit notre quotidien dont on ne sait pas vraiment où mettre la tête.
D'accord, mais dites-nous, hein, que prend en compte véritablement l'Internet des objets? L'Internet des objets, ça prend en compte globalement les, les technologies liées à l'expansion des objets, de tout type d'objets que nous utilisons à un réseau Internet. C'est plutôt le concept de pouvoir interagir avec l'environnement dans lequel nous vivons à partir des moyens technologiques, que ce soit par connexion réseau ou par des protocoles un peu technologiques qu'on utilise. D'accord. Est-ce qu'on peut remonter un peu à l'origine de cet Internet des objets? Comment on en est arrivé là, justement? Aller à l'historique de l'Internet des objets, ça nous remonte un peu plus loin et ça partait d'expériences que d'autres utilisaient, mais ce sera un peu flou si je vais me lancer dans les Si, détails c'est tout de sûr, suite. puisque c'est venu à peu près de tout le monde. Mais Exactement. d'abord, ce qu'on peut reconnaître, c'est que cela part du changement des habitudes au niveau de l'homme. Tout à fait. Oui. Ça part aussi de la volonté de vouloir faciliter l'usage Des objets. des objets qu'on utilise au quotidien. Ça part surtout de faciliter la vie à l'utilisateur. D'autres pensent se rendre paresseux, mais c'est plutôt comment les aider à mieux accroître leurs besoins ou mieux accroître les utilisations de ce qu'ils en font et par les technologies. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on gagne véritablement à connaître et à maîtriser l'Internet des objets? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que notre quotidien est envahi par l'Internet des objets et ne pas le connaître nous empêche de prendre des dispositions pour mieux les appréhender et pour mieux interagir avec eux. Aujourd'hui, c'est plus facile pour n'importe qui de manipuler un téléphone, mais c'est plus intéressant de savoir ce qu'on fait des différents usages qu'on en fait, surtout avec l'expansion qui nous met face à des difficultés de sécurité. Justement, Si je parlons peux un répondre. peu des limites de cet Internet des objets. Est-ce qu'il n'y a pas des limites ou des risques à pratiquer véritablement cela? Oui, comme dans toute technologie, il y a des risques. Et les risques, surtout ici liés à la sécurité, ça concerne le risque de piratage. Parce qu'on dit que les objets sont connectés, c'est qu'il y a un objet quelque part, il y a un dispositif ailleurs qui essaie de communiquer avec lui. Alors s'il y a quelqu'un qui arrive à intercéder la communication, forcément il y a la dénaturation du contenu qui est passé. Maintenant, si on sécurise ces objets-là qui sont connectés, ça rend peut-être, ça limite davantage les risques. Oui, le risque est Est-ce toujours... que c'est possible de sécuriser ces objets connectés? La sécurité zéro d'abord dans le monde du numérique n'existe pas. Mais il est toujours possible d'accroître au maximum les besoins en termes de sécurité. Et plus on est exigeant envers soi-même, plus on adopte des méthodes ou des protocoles pour pouvoir se sécuriser vis-à-vis de ça. Déjà, dites-nous, est-ce que les Béninois sont de plus en plus intéressés par l'Internet des objets? Globalement, les gens sont informés de ça de façon théorique. Ils n'appréhendent pas concrètement de quoi il s'agit. Ils entendent parler de Internet des objets, objets connectés, idéaux. C'est des thèmes qui sont un peu à la mode et qui circulent. Mais concrètement, dans ce qu'on a l'habitude de pratiquer, très peu en savent vraiment de quoi il s'agit. D'accord. Mais comme on a dit que cela change un peu les habitudes, est-ce que ce n'est pas parce que le Béninois tient à sa façon habituelle de faire les choses qu'il n'a pas envie de confier peut-être une partie de son existence, une partie des activités qu'il mène au quotidien à des objets? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est plutôt, moi je trouve plutôt que c'est le risque le manque d'information. Parce que quand on n'est pas bien informé, c'est normal de prêter des noms ou des intentions à tout ce qui se passe. Mais une fois que l'information est, on est plus enclin à mieux l'appréhender, à mieux l'utiliser. C'est plutôt le manque d'information qui fait que les gens sont réticents par rapport à l'utilisation. Sinon, une fois qu'ils en apprennent davantage, ce sont eux-mêmes qui sollicitent les usages eux-mêmes. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des activités qui se mènent déjà ici en ce qui concerne les objets connectés, où nous n'importons que tout ce que nous pouvons connecter? L'Internet des objets est en plein essor chez nous ici. Il y a plein d'activités qui se font autour de l'Internet des objets. Il y en a eu récemment, si vous permettez, je peux citer aussi. Oui. Par exemple, le club IoT qui est basé au Blow Lab a organisé avec ISOC Bénin tout récemment un atelier sur la création d'objets connectés à partir du matériel recyclé. D'accord.
c'était le low-cost. Mais est-ce qu'il y a eu un engouement autour? Est-ce que vous avez vraiment ressenti au niveau de ces participants-là qu'ils étaient intéressés par l'Internet des objets? L'engouement a dépassé nos attentes. Parce qu'au départ, ils s'attendaient juste à encore un peu de théorie, comme ça se passe d'habitude. Oui, venez, on va vous faire une conférence sur l'Internet des objets. Mais ça a été plus pratique. Nous sommes plus dans une dynamique de la pratique. Ça fait que les gens touchent concrètement l'objet et l'Internet des objets du bout du doigt. Et ça leur permet d'appréhender vraiment de quoi il s'agit. Avec la pratique, ce sont eux-mêmes qui initient les projets d'objets connectés, les dispositifs. Et en 5 jours, plein de dispositifs connectés ont été mis en place et modélisés. D'accord. Quand vous étiez dans le cité, vous avez parlé de montres, vous avez parlé de portes de garage. Est-ce que ce n'est que ces objets-là qu'on peut connecter? Non. D'habitude, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on ne peut plus connecter aujourd'hui? Ah, d'accord. Pas plutôt qu'est-ce qu'on peut connecter? Non, c'est qu'est-ce qu'on ne peut plus connecter parce qu'on peut connecter n'importe quoi, même vos cheveux, même les ongles, et quels que soient les dispositifs qu'on a. Le plus important, c'est de déceler un besoin et de mettre à disposition des moyens, des voies et moyens pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est comme des solutions technologiques qu'on met à la disposition des hommes pour pouvoir améliorer leur quotidien. Exactement. Exactement. L'Internet des objets, c'est juste des solutions qui viennent agrémenter ou faciliter la vie du quotidien de tout un chacun. Mais quand on s'habitue à cette facilité et qu'on est dans un pays où la connexion, elle va, elle vient, comment on fait sans Internet? Est-ce que les objets connectés peuvent exister sans Internet? Oui, il y a des objets qui sont connectés sans Internet. Avec un réseau intranet ou un autre réseau? Avec des réseaux locaux qui puissent être faits. Ça peut être un Wi-Fi local, ça peut être même à l'intérieur d'une ville, on peut faire un réseau d'objets connectés sans passer forcément par Internet. Tout dépend des réseaux, des liaisons qu'on utilise. Mais avec le tout Internet qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on n'aura pas d'autre choix que de faire avec l'existant. Mais cet existant n'empêche pas les gens d'être créatifs parce qu'il y a des dispositifs ici qui se créent, qui sont vendus et qui sont déjà primés ailleurs, mais que ce soit en Corée ou dans d'autres pays au Bénin qui se font. Il y a vraiment de la matière qui se développe dans ça ici. Comme toujours, quand on parle de technologie, on dit l'Afrique est en retard, on dit le Bénin est à la traîne. Est-ce que véritablement, nous avons au sein de nos développeurs, aujourd'hui on a beaucoup de labs, justement, est-ce qu'on sent que les jeunes sont intéressés par ces solutions technologiques-là? Bien sûr, les jeunes ils sont bien intéressés par cette solution. Ce sont eux-mêmes qui manifestent même l'envie et le besoin de ces formations au sein du lab ou au sein des différentes entités où nous parcourons. On essaie de les mettre à disposition, ces formations. L'engouement hier, c'est juste la disponibilité des solutions à leur proposer, des types de formations concrètes et qui n'existent pas vraiment, et qu'on essaie de combler au fur et à mesure. Mais justement, quand on parle de formation, au départ, nous avons des écoles qui existent pour former, mais au niveau des différents curricula, il n'y a pas véritablement Internet des objets. Vous ne me direz pas que c'est à l'école ou à l'université que vous avez appris l'Internet des objets. Comment on se fait former pour ça? Comme dans beaucoup de domaines dans le numérique aujourd'hui, l'Internet des objets n'est pas enseigné dans le circuit classique de l'éducation nationale qu'on a. Du coup, les gens sont obligés de passer par des centres de formation alternatives qui sont les labs, les Bleu Lab ou les clubs comme le club IoT dont je vous ai parlé. Et ça se fait en alternance par rapport à l'école classique. Et ça part plutôt de l'intérêt ou de l'engouement de celui qui veut, qui s'oriente vers les technologies. Sinon, aujourd'hui sur Internet, il y a tout. Un simple... Avec des tutos, c'est ça vous voulez dire? Il y a les tutos, oui, il y a les tutos qui existent, il y a des vidéos YouTube qui peuvent mieux vous renseigner. Il suffit de taper ce qu'on veut et puis vous avez des tonnes de réponses qui vont vous voir. Donc aujourd'hui, pas besoin d'attendre forcément que les universités intègrent ces différents curricula là. On peut s'informer ailleurs. On a déjà la meilleure université à notre portée qui est Internet. Et avec ça, on peut vraiment en apprendre sur ce qu'est l'Internet d'aujourd'hui. Mais il serait encore plus intéressant de chercher des ancrages locaux pour pouvoir mieux approcher ceux qui sont dans le domaine. Ça permet d'avoir du concret, des personnes physiques en face de soi. Ça facilite plus la formation que tout le temps de rester derrière son ordinateur pour dire « Ah oui, aujourd'hui, j'apprends un objet connecté ». La pratique, ça se passe dans les labs, dans l'application de ce qu'on apprend théoriquement. Mais justement, quelle est la fiabilité de ces formations-là au niveau des labs? D'abord, nous n'avons pas inventé l'objet connecté.
Donc, c'est des D'accord, ça existait déjà. Oui, c'est juste pour dire, c'est des technologies qui existent et que nous aussi, nous essayons d'appréhender par le faire. Si, si. On ne l'a pas appris à l'école, donc C'est à force de faire qu'on a la maîtrise. Donc, nous sommes plutôt dans la dynamique de faire, apprendre en faisant. Learn by doing. Si, si. Donc, c'est dans cette dynamique que on ne tient pas forcément rigueur de certaines exigences par rapport au contenu de la formation. Quoique, ce que nous faisons ici, ça a à peu près la même valeur que ce qui se passe ailleurs. Mais justement, hein, vous avez parlé du fait que beaucoup de Béninois ignorent cela. Est-ce que ce n'est pas parce que l'information est centrée au niveau des acteurs du numérique? Or, le besoin, normalement, vous développez ces différentes solutions pour les populations. D'hier à aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont plus informées dans l'Internet des objets au Bénin a certainement augmenté. D'hier à aujourd'hui. Je ne pouvais pas avancer des chiffres, mais seulement que plus on évolue, il faut aussi que ceux qui s'y intéressent aillent vers l'information. Le drame qu'on a souvent ici, c'est que les gens attendent l'information. Et il serait erroné de vouloir attendre que l'information vienne chez soi, alors que nous avons tous des téléphones dans la main. Au lieu de faire autre chose sur Internet, on peut aussi préférer se spécialiser dans un domaine. Si c'est l'Internet des objets qui nous plaît, il y a plein de voies et moyens pour y arriver. Donc c'est plutôt l'utilisateur qui va plutôt aller vers l'information. Sinon, l'information existe. Et nous essayons de le faire partager dans les canaux que nous avons. Mais quand tu n'es pas connecté à ces canaux, tu ne peux pas voir l'information passer. Donc l'information, ça existe. Alors pour vous, hein, en résumé, est-ce que l'Internet des objets gagne à être connu plutôt? À être connu, tout à fait. Et ne pas s'intéresser à l'Internet des objets, c'est vouloir dire, oui, j'ai un téléphone, je sais téléphoner, le reste des fonctionnalités ne m'intéresse pas. Donc, si on veut mieux appréhender les outils que nous avons à disposition aujourd'hui, le plus important serait d'en savoir plus. Il faut aller à l'information, savoir de quoi il s'agit, aller même sur les masterclass qui se font régulièrement, les formations, les initiatives. Comme cette semaine-ci, il y a des ateliers qui sont en cours de préparation. Si, si. Donc, aller à l'information, ça ne serait que la seule doléance qu'on peut faire à l'endroit de ceux qui sont intéressés par l'Internet des objets. Merci à vous, Raoul Echédé. C'était un plaisir de nous plonger dans ce monde de l'Internet des objets. C'était très enrichissant. J'espère que les téléspectateurs ont compris dorénavant de quoi il s'agit quand on parle d'Internet des objets. Nous allons passer à une autre rubrique. À présent, ce sera l'Expert. Voilà, mesdames et messieurs, notre experte est déjà à nos côtés. Amel Siago, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère académique. Oui. Avec vous aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment est-ce qu'on peut étudier et préparer son avenir professionnel. Déjà, dites-nous, est-ce que c'est possible d'étudier et de préparer son avenir professionnel en même temps? Oui, c'est tout à fait possible et je dirais que c'est même important pour que la transition des études au domaine professionnel se fasse vraiment, je dirais, d'une manière plus adéquate et plus propice pour l'apprenant. D'accord. Alors, vous pouvez rassurer les apprenants que, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est d'étudier et de préparer son avenir professionnel, les deux en même temps. Oui, c'est mieux parce que je devine que vous avez constaté, beaucoup de gens disent souvent que le constat est que les élèves qui excellent à l'école ont de bonnes notes. Plus tard, dans le domaine professionnel, on se rend compte qu'ils sont pas toujours les meilleurs. Voilà, ils ont du mal à réussir leur vie professionnelle. Mais les autres, qui n'en avaient pas de si bonnes notes que ça, on avait l'impression même que les études, ce n'était pas vraiment ce qui les intéressait. Ceux-là, par contre, réussissent. Et je me rappelle, un de mes professeurs disait que ce n'est pas forcément les études ou la réussite dans les études qui détermine la réussite professionnelle. Mais justement, comment cela s'explique? Voilà. Donc, ça veut dire certainement que les élèves qui, soi-disant, ne réussissaient pas leurs études aussi bien que les autres, ont certainement développé des aptitudes qui sont nécessaires pour la vie professionnelle, même si peut-être eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils l'avaient développé. Mais au départ, la plupart du temps, le choix des études se fait en fonction de l'avenir professionnel que l'étudiant a envie justement d'avoir. Est-ce que pour vous, ce n'est déjà pas un pas? Oui, mais est-ce que c'est vraiment en fonction de l'avenir professionnel que les choix des séries et des filières se font? Nous savons que beaucoup d'élèves font ce choix par suivisme,
parce qu'ils n'ont pas envie de se séparer après la troisième. Et à part ça, il y a aussi le cas des élèves qui, craignant certaines matières, se disent mais le plus important, c'est de réussir au bac ou de réussir à décrocher le diplôme à la fin des études d'université. Donc, on préfère éviter la difficulté. Et le risque, c'est quoi? Après avoir fini d'étudier, on se retrouve dans un emploi qu'on n'aime pas ou qui ennuie un peu ou qui n'est pas si facile que ça après tout. Ou qui ne cadre même pas avec les objectifs personnels. Parce que nous savons tous qu'il y a des métiers qui ne cadrent pas avec certains choix personnels. Si on veut fonder une famille, on ne peut pas être tout le temps sur la mer, par exemple, en tant que marin et tout. D'accord. Alors, si ça veut dire qu'on va plus loin, on va même au niveau du choix justement des filières et tout ça, c'est déjà à partir de cet instant qu'il faut pouvoir concilier les deux? Oui. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir? Quand tu as ton BEPC nouvellement, tu es trop jeune, ce n'est pas forcément des choses que tu maîtrises. Comment tu fais pour choisir dans ce cas? Et c'est pour cela que très souvent, je parle de la base. Nous pensons tous que le choix des séries, ou en tout cas, nous pensons facilement que le choix des séries, c'est la chose la plus importante à partir de la 4e, de la 3e. Mais il y a des bases, c'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est des choses qu'on fait peut-être sans penser que c'est ça qui aide après. Mais quand l'enfant, en grandissant, on remarque qu'il a des aptitudes et on l'aide à développer ces aptitudes-là. Par exemple, si c'est le chant ou la musique, jouer d'un instrument, ou bien l'enfant. Mais si tu n'as pas envie d'un enfant artiste, tu n'as pas envie de l'encourager dans le domaine du chant. Mais c'est justement ça. Parce que c'est aussi l'un des pièges ou l'un des défis que après les élèves, les enfants comme les parents à relever. Quand l'enfant se retrouve dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est non seulement du temps perdu, de l'argent vraiment investi dans ce qu'il ne faudrait pas. Et on remarque des élèves qui après, ils ont le diplôme. C'est vrai, ça les a construits en tant qu'individus, mais ils repartent vers le domaine qui les intéressait, qu'on ne leur avait pas permis auquel on ne les avait pas laissé emprunter ce chemin-là. Mais justement, est-ce que forcément pour choisir un métier, il faut l'aimer, il faut l'adorer? Il y a peut-être des métiers, c'est à force de faire que le goût vient et puis on prend goût. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un risque. Parce que imaginez un emploi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la logique de faire le même travail jusqu'à sa retraite. Oui, oui. Mais on a envie de se diversifier, de toucher à tout. Mais même en diversifiant, imaginez plusieurs années, au moins, même si c'est un an, imaginez une année contre 365 jours. Ignorons les quelques jours, c'est-à-dire ignorons les week-ends. Si. Mais si vous n'aimez pas le travail que vous faites, ne serait-ce qu'à un minimum, le risque, c'est que vous ne pourrez pas, vous allez craquer. Ne pouvez même pas parce donner que le tout meilleur de métier vous. a ses défis. Oui. Nous savons que tout métier a ses défis, mais Oui. ce qui permet de dépasser ces défis, c'est le fait d'aimer en fait ce qu'on fait et d'être vraiment engagé dedans. D'accord. Comment peut-on être engagé quand ce n'est pas vraiment ce qu'on aime? Alors, admettons, aujourd'hui, on a peut-être beaucoup d'étudiants qui nous suivent, qui se disent « Ah, j'ai raté le choix j'ai raté le choix au niveau des filières et tout. » Le choix est déjà fait. Après le choix des filières, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir s'insérer professionnellement? Je dirais que c'est déjà bon de prendre conscience qu'on n'est pas totalement là, à la place qui est la sienne. C'est déjà bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut déjà, ça dépend de là où vous en êtes. Si vous avez les moyens et que vous pouvez décrocher automatiquement et vous réinvestir dans des études, pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi décider d'exercer, d'avoir quand même de l'expérience pratique après les études, parce que ça aussi, c'est des atouts pour plus tard. Si. Accepter d'exercer pendant quelques années peut-être, et tout en le faisant, préparer la suite, c'est-à-dire il y a les cours de soir. Si. Et plus tard... Il y a des alternatives qui Voilà, il y a existent des véritablement. alternatives comme les cours de soir où on peut se former tout en travaillant. Si. Et là, on peut transitionner maintenant vers un domaine qui est vraiment plus épanouissant pour soi. Oui, c'est comme ça on retrouve des personnes qui au départ ont fait peut-être un diplôme de comptabilité, aujourd'hui sont artisans et fabriquent des pelles ou carrément préfèrent la poterie ou préfèrent le commerce. Et ce qu'on sait, c'est que rien n'est jamais perdu. Ce qu'ils ont développé comme aptitude grâce aux études leur permet même de mieux exercer ces métiers-là et même d'innover en fait.
d'innover. Donc, il n'y a pas véritablement de limite, de barrière. Non. Je n'ai pas pu le faire maintenant, c'est impossible, je ne peux plus revenir en arrière. Non, la limite, c'est vraiment en soi. C'est ce qu'on décide être une limite qu'il est. D'accord. À quel moment véritablement la conseillère académique intervient dans le processus pour faciliter justement la conciliation de l'étude et de l'avenir professionnel? En fait, le conseiller académique est là pour soutenir les élèves, les étudiants, les parents, quel que soit le niveau, quel que soit là où ils en sont. Il suffit qu'ils viennent voir le conseiller, ils posent leurs besoins. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est ça qu'on appelle en fait le projet professionnel ou académique. Et c'est par rapport à ce besoin-là que le conseiller est habilité, est capable d'aider, de définir maintenant les étapes et les stratégies pour amener et aider les parents et les élèves à atteindre leurs objectifs. Alors, ce que vous dites est tellement intéressant que je crois que ça se remarque beaucoup plus quand les enfants veulent voyager pour aller étudier. Avant même le baccalauréat, on vous demande votre projet professionnel, pourquoi est-ce que vous avez choisi tel métier, qu'est-ce que vous voulez en faire, que voulez-vous devenir. Mais ce n'est pas forcément des notions qu'on maîtrise chez nous. Pour ceux qui veulent rester ici, c'est peut-être dans le métier qu'ils découvrent cela. Oui, c'est très peu maîtrisé. J'avoue que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Et quand j'ai compris, puisque c'était parce que je devais postuler à une bourse. Et plus tard, quand je suis revenue, une étudiante me demandait conseil pour une bourse. Je lui ai dit, c'est quoi ton projet? Je savais très bien qu'elle aurait du mal à comprendre. C'est vraiment pas quelque chose d'encore connu, c'est pas assez connu. Et c'est justement ça qu'il faut que les élèves et les étudiants comprennent. On ne fait pas un métier pour gagner l'argent. C'est vrai que nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, mais quand c'est ça l'objectif principal, on perd de vue l'essentiel. C'est vraiment savoir pourquoi on veut faire ce métier-là. Certains, c'est qu'ils sont touchés de par leur nature, ils voient la souffrance des enfants, par exemple, ou bien ils voient la souffrance des femmes, ou bien ils voient le besoin peut-être en technologie dans un domaine ou ce genre de choses. Et c'est ça qui les motive à aller vers un domaine donné. Mais là, vous oubliez carrément le paramètre où le parent a envie de léguer son métier à son enfant. Il y a beaucoup de parents qui se projettent justement dans la vie de leurs enfants. Comment vous faites pour leur faire comprendre que le plus important, ce n'est pas ce qu'eux, ils veulent, mais plutôt ce qu'il faut pour leurs enfants? C'est pas facile. Je dirais même que le rôle que nous, on a à jouer, c'est d'attirer l'attention, essayer de faire comprendre l'importance de faire la part des choses. Mais la balle est dans leur camp. Parce que parfois, les parents, ils tiennent. Pour eux, c'est qu'ils y tiennent tellement que pour eux, c'est ça qui doit être. Mais est-ce que vous arrivez, un enfant par exemple, qui peut-être aime les chants, mais pourtant qui est aussi bon en calcul, qui est peut-être bon en comptabilité et tout, est-ce que vous arrivez à l'aider à ce qu'il puisse s'en sortir dans son domaine? Oui, il y a des tests qui aident. Parce qu'au final, le choix revient à l'enfant. Donc, les tests sont là pour que l'enfant connaisse les métiers qui correspondent à sa personnalité. Et d'ailleurs, il y a les métiers, ce n'est pas un seul métier, donc il y a une variété. Et sachant cela, l'enfant peut faire un choix. Puis on va expliquer à l'enfant les différentes caractéristiques de chaque métier. Il y a même le job shadowing, c'est-à-dire c'est comme un mini-stage. Accompagner un employé dans ses activités peut-être pour 2 semaines et être là au cœur des activités quotidiennes. Et là, l'apprenant sait automatiquement s'il aime ce métier-là ou pas. Donc tout ça permet de tamiser. Et il est idéalement conseillé de laisser le choix à l'enfant. Mais bon, chacun à un niveau, à une certaine étape. C'est aussi normal que parfois les parents veuillent intervenir et bon, on attend que... Interférer, merci. Maintenant, on espère qu'avec le temps, ils vont comprendre parce qu'il y a un parent d'élève qui a témoigné devant une réunion de parents d'élèves, il leur a dit, écoutez ce que... Parce que c'était moi qui sensibilisais les parents. Il dit ce que la dame vient de dire, c'est très, très, très important. Et il a témoigné que lui-même, il préparait vraiment un certain nombre d'outils pour son enfant par rapport au domaine que lui présentait pour son enfant. Mais il a dit, l'enfant a développé un autre intérêt complètement opposé. Mais il est rentré en lui-même, il s'est dit, mais non. Et il a laissé l'enfant faire son choix. Il a dit qu'il s'est libéré lui-même des outils qu'il a fait pour son enfant. Donc, c'est vraiment le choix revient aux parents. Mais je crois que quand on attire leur attention,
on espère quand même qu'ils feront le point, qu'ils sauront qu'en imposant leur choix, tôt ou tard, ils pensent faire du bien à l'enfant, mais ils font du mal à l'enfant et eux, ils se font aussi du mal parce que c'est du temps perdu, comme j'ai dit, de l'argent mal investi. D'accord. Mais est-ce que véritablement nos écoles ici forment au métier? Est-ce que nos écoles ici apprennent un métier ou seulement ils vous apprennent comment est-ce qu'il faut faire le métier de façon théorique? Ce que, en tout cas, jusqu'à dernièrement, ce qu'on constate, c'est que le système éducatif est tel que l'enfant n'a même pas vraiment le temps de se consacrer à d'autres activités, des activités extrascolaires. Et c'est bien dommage parce qu'il faut forcément que l'enfant touche en tout cas à d'autres choses. C'est pour ça que les activités culturelles étaient tellement importantes. Donc, je ne sais pas trop comment les choses pourraient s'arranger, mais c'est vraiment important. Je sais aussi que, bon, peut-être d'autres écoles s'efforcent, je ne sais pas. Maintenant, à part l'école, ce qui peut se faire pour aider les élèves à toucher un peu à tout, c'est que, comme j'ai dit, selon ce qui passionne l'enfant, qu'il puisse avoir Est-ce qu'il faudrait temps. que les parents aient une ouverture d'esprit pour comprendre que forcément s'amuser, avoir des activités extrascolaires, ce n'est pas au détriment de l'enfant, c'est aussi contribuer à préparer son avenir professionnel? Oui, c'est important qu'ils le sachent parce que certains parents avaient cette idée calquée, inculquée que c'est les études qui permettent de réussir. Mais je crois que eux aussi aujourd'hui prennent conscience avec tout ce fort taux de Ce chômage. n'est pas que les études. Ce n'est pas que ça. Souvent même, ce n'est pas d'abord ça. Je dirais les études aident à acquérir comment je vais dire, des connaissances, des aptitudes, des techniques. Mais ce qui est important, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même, savoir déjà gérer les relations, par exemple, savoir gérer les équipes, tout ça, c'est important. D'accord. Merci à vous, Amelsie Agbo. Nous rappelons que vous êtes conseillère académique. Avec vous, on a parlé de comment parvenir à justement et étudier et préparer son avenir professionnel. Nous passons à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être. Heureuse d'annoncer son invité sont déjà avec nous. À tout à l'heure donc, tout juste après ceci. Voilà, dans Nature et Bien-être, ce soir encore, nous allons parler de l'hypoacousie, mais cette fois-ci, nous nous intéressons à la prise en charge avec Heureuse Danondé et son invité. Heureuse Danondé, bonsoir. Bonsoir, Agnès Bello. Alors, vous nous ramenez Alexis Dos Santos, médecin ORL. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mais maintenant en compagnie d'Heureuse Danondé. Bien sûr. Plaisir partagé. Le jeudi passé, il était avec vous, juste vous. Il était tout seul et tout malheureux. Ne soyez pas jalouse. Hein? Non, ce soir, vous êtes venu, il est tout heureux de vous retrouver. Absolument. Effectivement. C'est normal, on est toujours heureux en présence de Rose. C'est vrai, même si on va parler de maladie. C'est sûr, Malheureusement. on y va. Donc là, le jeudi passé, comme on le disait, vous aviez abordé un peu Oui. ce qu'on appelle c'est l'hypoacousie et puis la maladie, la prévention. Mais aujourd'hui, on va parler de la prise en charge. Et surtout, bon, on ne va pas dire les limites, mais jusqu'où vous, médecin ORL, vous pouvez aller dans le traitement des hypoacousies. Alors, lorsqu'on parle de la prise en charge des hypoacousies, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Merci beaucoup, madame. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être encore sur le tableau aujourd'hui, sur le plateau. Mm. C'est un sujet délicat parce que l'oreille, comme on l'avait dit, est assez fragile. La prise en charge, je dirais, si on va résumer, il vaut mieux de la prévention. C'est beaucoup mieux de ne pas avoir des problèmes d'hypoacousie que d'en avoir. Maintenant, quand c'est déjà là, on n'a pas le choix, il faut prendre en charge. Il y a certains problèmes de baisse d'audition qui sont liés à des maladies générales, des maladies, et des problèmes de végétation ou des infections. Et quand on traite ces maladies, la baisse auditive est restaurée. Okay. Et donc, c'est passager. C'est des hypoacousies symptomatiques d'autres pathologies. Ça, malheureusement... Je ne vous arrête pas, mais peut-être que vous l'aviez abordé la semaine passée, mais est-ce à dire qu'il y aurait peut-être des médicaments prescrits par des médecins qui peuvent également être à la base d'hypoacousie? Absolument. Ça fait partie. Les hypoacousies peuvent être dues à des médicaments. On avait dit la dernière fois, les causes les plus fréquentes, c'est des causes infectieuses, des infections depuis l'âge, les bébés, les tout petits. Depuis le nourrisson, on a parlé des otites. Voilà, mais également à tout âge, les otites.
Et les causes traumatiques, on a parlé surtout des sons, les nuisances sonores qui sont impliquées, mais on a parlé de l'âge, le vieillissement normal. On a parlé également d'autres causes, comme des maladies générales, qui peuvent avoir un retentissement sur l'audition. Sur l'audition, Oui. d'accord. Maintenant, vous avez dit, ce n'est pas bien de parler de la prise en charge, d'autant plus que la prévention est meilleure. Mais lorsqu'on souffre du mal, quand est-ce que le médecin ORL intervient pour traiter? Alors, dès le début, dès que quelqu'un a l'impression même qu'il n'entend plus bien, il faut venir pour qu'on confirme. Et on recherche également la cause. Et puis après, on peut suppléer. Par exemple, chez le sujet âgé, on sait que dans le vieillissement, il entendra de moins en moins. Malheureusement, dans ce cas de figure, comme dans le cas, par exemple, des médicaments qui donnent des autotoxicités, c'est l'oreille interne qui est atteinte. Et donc, la chirurgie n'est pas possible. À ce niveau. Il faut donc, on utilise des prothèses auditives. Et nous avons la chance au Bénin. On doit avoir, peut-être si le réalisateur peut nous aider, quelques images de prothèses auditives. On supplée dans ces cas-là en mettant des prothèses auditives qui sont comme des lunettes, un peu comme ce que les lunettes sont pour les yeux, les prothèses sont pour l'oreille. Donc c'est des prothèses qu'on mettra à vie, ou bien on corrige tout juste et puis après on peut enlever? Non, malheureusement on les met à vie parce que leur rôle c'est d'amplifier le son. Et donc, on parle, et puis cet appareil qui est dans l'oreille. Voilà, quelques exemples de prothèses auditives. Voilà, il y en a de plusieurs formes, il y en a du plus petit au plus gros, qu'on met les contours d'oreille. Il y en a d'un trachonte qu'on met à l'intérieur. Il y en a de tout petits qui sont presque invisibles. Mais est-ce que c'est en fonction de l'oreille du patient que cela se forme, ou bien il y a déjà des prothèses qui existent et qu'on utilise? Alors, l'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu comme pour les lunettes, hein. L'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le reste, c'est la forme. Et donc, compte tenu des désidérata du patient, il y en a qui ne veulent pas que ça soit vu. Et il y en a encore Madame Heureuse qui a une chevelure qui permet de cacher. De cacher. Donc, ils peuvent utiliser des contours d'oreilles sans problème. Et on l'utilise pendant chaque fois qu'on a besoin de mieux entendre. Quand on veut dormir, on peut l'enlever. Exactement comme on enlève sa paire de lunettes. Alors, il y a d'autres où il faut carrément intervenir au niveau de l'oreille moyenne. Et là, on le sait parce qu'à l'audiométrie, c'est un type particulier de baisse auditive qu'on appelle la suite de transmission. Et là, on intervient au niveau de l'oreille externe. Ça, c'est très petit par contre. Ou de l'oreille si on peut moyenne. revenir un peu en arrière. Mon réalisateur me suit de très près. Et voilà. Donc, justement, là, à ce niveau, là, sur cette image. D'accord. Justement, ça se met c'est dans le discret, trou de c'est plus l'oreille. discret. Avec ça, on ne sait pas que vous êtes sourd, comme on le dit. Voilà, il faut voir de près. Mais même si on le sait, il faut également ne pas avoir honte de porter des aides auditives. Il faut être décomplexé. Il faut être décomplexé. Actuellement, on porte des lunettes sans être complexé. Et donc, on doit pouvoir porter des aides auditives sans être complexé. Le mal est qu'il y a certains handicaps qui ne sont pas encore acceptés comme les problèmes d'yeux, parce qu'on peut dire également que les malvoyants ou ceux qui portent des lunettes sont des personnes atteintes d'un handicap. C'est ça. Mais ils ne sont souvent pas considérés Ah ainsi. non, eux-mêmes ne se considèrent pas comme étant handicapés. C'est d'abord de là, ça part. Mais voilà. Donc, il y a un certain nombre, comme on disait, qui concerne l'oreille interne. Essentiellement, c'est les prothèses auditives. Et quand c'est l'oreille externe? Il y en a qui sont dus à des problèmes au niveau de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, qui sont accessibles à la chirurgie. Et là, justement, le rôle de l'ORL est fondamental. C'est de la chirurgie fine, de la microchirurgie otologique. On est amené, par exemple, à changer les osselets qui sont au niveau de l'oreille moyenne. Vous avez parlé d'un osselet qui est très petit. Voilà, les trois le plus petit d'ailleurs. Voilà, exactement, c'est l'étrier. Elle a bien su la leçon. Comme un grain de riz, tout petit. Et donc, tous ces osselets peuvent être remplacés par des prothèses qu'on met en place avec une chirurgie et donc qui supplée l'audition. Et ces genres d'interventions se font déjà à Cotonou. Et donc, c'est important que la population sache que leurs problèmes d'audition ont des solutions. Des solutions existent. Des solutions existent. Au Bénin. Il ne faut pas continuer à en souffrir, à rester dans son coin. Des solutions existent. Il y a un certain nombre qu'on peut opérer
Voilà, il y a un certain certain nombre qui vont bénéficier des prothèses. Mhm. Il y a un certain nombre qui sont dus à d'autres maladies qu'il faut identifier et traiter pour que l'audition revienne. Mais dans tous les cas, Oui. des solutions existent. Donc, on n'est Mais pas est-ce- obligé d'être sourd. Voilà. Bon, mais quand même, est-ce que l'hypoacousie peut être quelqu'un qui en souffre, hein, bien sûr, peut être évacué? Oui, alors, oui, il y a des cas, effectivement, qu'on n'arrive pas encore à prendre en charge parce que le plateau technique n'est pas suffisant. Parce que, comme je vous ai dit, même la chirurgie de l'oreille moyenne, c'est une chirurgie très fine. C'est une chirurgie qui ne se fait pas partout. Il faut venir dans les centres de référence et il faut être entraîné. C'est une chirurgie fine, mais qui se fait déjà au Bénin. Et par contre, il y a des cas de gens, par exemple, qui n'entendent plus rien du tout. Ok. Qui n'entendent plus rien du tout, c'est des cophotiques. Et donc, il faut, dans ces cas-là, dans beaucoup de ces cas, on peut avoir recours. Parmi les solutions thérapeutiques, Oui. il y a l'implantologie cochléaire. C'est-à-dire? Là, c'est beaucoup plus fin encore. C'est des électrodes. Vous changez la cochlée? Voilà, c'est des électrodes qu'on introduit dans la cochlée. Cochléaire, Ah, ok. d'accord. Pour On ne la change remplacer pas. et court-circuiter. Voilà. Et donc, ça permet de redonner une certaine audition à quelqu'un qui n'entend plus rien du tout. Absolument rien. Heureuse Anondé, si vous Oui, permettez, oui. est-ce que toutes les formes d'hypoacousie se soignent? Voilà, Ou est-ce comme qu'il y a je l'ai d'autres dit, qui sont définitives et qui ne peuvent pas se soigner? voilà, pour finir la réponse à Oui. Madame Heureuse. Oui. Donc, des cas, par exemple, d'implantation cochléaire, ça ne s'est encore jamais fait au Bénin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? Le plateau technique. Il manque le coût. C'est des implants qui coûtent très cher. Ok. Qui coûtent très cher. Et donc, c'est plusieurs millions. Et donc, Mais est-ce en que général, c'est le coût qui nous freine. savons que nous sommes en plein dans les réformes aujourd'hui. Si l'État décide, on aura un centre universitaire de référence, de Voilà. grande référence, Meilleur nous plateau dit-on. technique, Voilà, heureusement. certainement que tout ça y sera. Est-ce que vous-même, déjà médecin ORL, vous êtes habilité à traiter, à opérer Oui, ces genres de les cas? compétences existent. Nous avons des professeurs, des patrons qui savent le faire bien avant nous. Ok. Nous avons également appris à le faire. Ok. Les compétences existent. D'accord. Ce qui est un facteur limitatif important, c'est d'abord le coût de ces implants cochléaires. D'accord. Et puis après, il y a un suivi. Ce n'est pas que le rôle de l'ORL. Oui. Il y a l'orthophoniste, il y a les spécialistes en audioprothèse, il y a des pédopsychiatres qui peuvent suivre. Donc, c'est toute une équipe qu'il faut former. Et donc, ce n'est pas évident. Mais il y a des possibilités Des et possibilités. nous y travaillons. Parlons de la question de Agnès Bello très rapidement. Est-ce que tous les problèmes, tous les hypoacousies ou toutes les hypoacousies, voilà, le français est tellement délicat, toutes les hypoacousies peuvent être traitées? Alors, il y en a qui ne peuvent pas être traités malheureusement. Et comme je vous ai dit, si c'est une hypoacousie liée par exemple à une ototoxicité, quelqu'un qui a abusé de certains types de médicaments, qui a détruit son oreille interne, tout ce qu'on pourra faire, c'est la suppléance. Les prothèses auditives dont on parle, ce n'est pas pour guérir le mal, mais c'est pour suppléer. Tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce que ces prothèses, il y a des orthoprothésistes qui Absolument. peuvent en fabriquer dans notre Sur place, pays? à Cotonou, sur place. Et vous, Et vous qui allez suivent. prescrire un peu comme on prescrit les mesures. Et ils le font ils sur feront mesure. Sur mesure. Absolument, avec un service, après un suivi au long cours. La prise en charge également, c'est le coût. Oui, là, le coût est quand même beaucoup plus modéré que les implants cochléaires dont on a parlé tantôt. Mais est-ce qu'elles sont Et toujours donc, accessibles? c'est pratique. Ce n'est pas parce que c'est plus modéré que c'est plus accessible. C'est N'oublions pas un toujours, peu. oui, c'est des coûts accessibles. Hein. C'est des coûts, je crois, des prothèses à partir de 300 000, 400 000. et c'est quand même c'est accessible. Donc, c'est des accessible coûts pour vous. Hein. accessibles. Docteur parce que Alexis Dos Santos, on ne parle pas du même béninois. ça n'a aucune comparaison avec l'implant cochléaire dont je vous parlais tantôt, qui est de l'ordre de plusieurs millions. C'est certes, Voilà. mais lorsqu'on Donc, l'accessibilité est relative parce que vous pouvez également dire que 20 000 francs CFA, ce n'est pas accessible. Hein. Ça C'est dépend déjà de- mieux que 300 000. Hein? Mais pour certaines Quand vous populations, quand vous c'est pas comparez avec accessible. les lunettes, par exemple, aujourd'hui, c'est
on a des lunettes à moins de 300 000. Mais ça dépend également Voilà. des problèmes d'yeux. C'est ça. Ça, c'est sûr Tout aussi. est relatif. Tout est relatif. Mais quand même, la note d'espoir, c'est de savoir que c'est faisable. D'accord, Déjà c'est ça. vrai. Voilà. C'est Le important. service est disponible, Oui. les ressources humaines sont formées, Oui. et donc il n'est plus question de rester dans son coin. Ceux qui n'ont pas les moyens, il y a un service social également Ah oui, Voilà, qui d'accord. peut venez. aider, Il y a un volet social. et sans pouvoir régler tous les problèmes du monde, mais qui peut aider. Et donc, dans Catégorie. tous les cas, il est question de venir. Alors, on parlait d'hypoacousie. La prise en charge existe bel et bien, donc sortez pour vous faire ausculter. Heureuse d'annoncer l'heure du journal sacré. Amandine Agnambo, souci impatiente. On revient à vous une autre fois. On passe à présent au journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'employabilité des jeunes, une thématique au cœur d'une rencontre. L'agro-silvopastorale est un secteur d'avenir selon les représentants des États membres de la CEDEAO présents à Cotonou. Les enfants sorciers, un phénomène qui existe et prend même de l'ampleur en Afrique et particulièrement au Bénin. Dans un ouvrage intitulé Biondo, Pierre Claver Tossou met le doigt sur ce phénomène négligé. L'importance des droits d'auteur reste une question d'actualité. La quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora offrira une occasion de se pencher sur le sujet. L'employabilité des jeunes reste une question récurrente qui préoccupe citoyens et décideurs. L'un des secteurs porteurs d'avenir et pourvoyeurs d'emplois dans l'espace CEDEAO reste l'agro-silvopastorale. À cet effet, les États membres de la CEDEAO tiennent à Cotonou un atelier sur l'employabilité des jeunes dans les secteurs agricoles, sylvicoles et pastorales. De quoi retournent ces thèmes et comment les jeunes doivent s'y pencher? Suivez le commentaire de Marianne Bossemende. Seulement 30% des 3 millions de jeunes livrés chaque année sur le marché de l'emploi arrivent à s'insérer, soit un total de 2 100 000 jeunes qui ne cessent d'augmenter le nombre de chômeurs. Des chiffres qui semblent justifier l'augmentation grandissante de l'insécurité, la cybercriminalité et d'autres phénomènes socio-économiques. Les pays membres de la CEDEAO explorent donc les facilités d'amélioration de l'accès des jeunes à des emplois stables et générateurs de revenus décents pour lutter contre l'exode rural et l'émigration incontrôlée des jeunes dans l'espace CEDEAO. L'un des secteurs phares susceptibles d'accueillir les jeunes et de créer de la valeur ajoutée est le secteur agro-silvopastoral et halieutique. Et à juste titre, le secteur est crédité à hauteur de 35% et produit plus de 80% des biens consommés dans la région. D'où la nécessité de faciliter la finalisation de la stratégie régionale d'appui pour le secteur et de permettre de mieux cibler les actions. Ceci passe par un échange d'expériences, d'opportunités d'emploi offertes aux jeunes dans le secteur pour les inciter à acquérir une formation professionnelle de qualité et à s'installer dans l'agriculture, tant au niveau de la production, de la transformation que de la commercialisation. Il s'agit à terme de mener des actions de plaidoyer pour conduire les jeunes ruraux à lutter contre le sous-emploi et le chômage endémique qu'ils vivent par la création d'emplois décents en capacité de les valoriser, de leur conférer un statut social acceptable et reconnu. L'un des meilleurs moyens de s'occuper pendant les cours sur le campus, c'est de vous inscrire dans une activité extra-universitaire. Elle permet la sociabilisation entre les étudiants, l'intégration au sein d'un groupe. Il permet aussi de se distraire afin de décompresser. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes l'ont compris, notamment sur le campus d'Abomey-Calavi où de nombreuses étudiantes allient études universitaires et apprentissage de la coiffure. Reportage. Acte
atelier de coiffure à l'université d'Abomey-Calavi. C'est l'œuvre de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE. Au-delà de la recherche de diplômes universitaires, certains s'essayent à des activités manuelles telles que la coiffure. Naturellement, c'était un don pour moi de faire les tresses. J'ai dû m'inscrire à l'EACE afin de continuer mes rêves et d'approfondir mon don. Cette activité para-universitaire remonte aux années 80. Elle constitue une porte sur l'auto-emploi. La session coiffure compte plus de 300 inscrits. Il y a pas mal de gens qui ont pris par ici et qui poursuivent encore. Et dans les ateliers hors du campus, il y a d'autres qui ont déjà un peu de kiosques partout. Il faut que les autorités nous accompagnent afin que l'auto-emploi puisse prospérer. En dehors de la coiffure, l'EACE offre d'autres formations aux étudiants. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent leur existence. Il y a la session couture, et il y a la session musique moderne, il y a l'art plastique, ciné-photo UNESCO, on l'appelle CPU. Là, ils apprennent à faire les reportages. Il y a aussi la session théâtre, session danse nationale, la session chorégraphie. Il y a même des gens qui sont sur le campus depuis des années, mais qui ne savent pas qu'il y a quelque chose du genre ici. Association noble, études et activités manuelles. Elle constitue une source de revenus pour les étudiants et peut même leur être bénéfique plus tard dans leur vie professionnelle. Dans certains pays d'Afrique, la malformation de nouveau-nés suscite bien des mois. Au Bénin et plus particulièrement dans certaines familles encore fidèles à leurs traditions, ces enfants doivent subir un certain nombre de rituels sans lesquels ils sont appelés enfants sorciers. Des rituels qui ne sont toujours pas en faveur de la progéniture. Dans un ouvrage intitulé Biondo, Pierre Claver Tossou, après des investigations, dénonce cette pratique dite ancestrale. L'auteur paie en noir le phénomène des enfants sorciers. Il en parle au micro de Enoch Rompati et Petroni Lokoso. Comme l'intitulé le dit, Biondo, enfants sorciers. C'est des enfants qui sont nés autrement que la normale, ou bien ils ont présenté le siège, ou bien ils ont poussé une dent à la naissance, ou ils ont marché avant 8 mois, ou leur maman est décédée en couche. Il y a un certain nombre de critères qui font que les gens les désignent comme enfants sorciers. Mais ces enfants ne sont pas en réalité des enfants sorciers, et c'est justement ce phénomène-là que nous dénonçons. Nous ne sommes pas les premiers là-dessus. C'est un phénomène que les gens ont dénoncé depuis longtemps, mais ça semble être un peu oublié ou négligé. Et donc nous sommes en train de placer un miroir qui va refléter davantage l'image de ces enfants tués innocemment et qui en réalité ne sont pas des sorciers. C'est de ça que parle le livre, c'est de ça que parle le film également. Nous ne sommes pas allés inventer une histoire, c'est une histoire vraie. Nous nous sommes fondés sur une histoire de quelqu'un que nous avons suivi depuis sa naissance jusqu'à maintenant et où nous avons pu faire notre conclusion en disant « il n'est pas sorcier ». Et ça ne nous a pas empêché non plus d'approfondir notre enquête. Nous sommes allés dans la partie septentrionale de notre pays où cela sévit et nous avons été surpris aussi de savoir que ce phénomène-là accourt également au sud. Eh bien, c'est devenu un phénomène qu'il faut combattre absolument sur le plan national. Et nous avons poussé loin notre curiosité de savoir pourquoi les désigne-t-on de sorciers lorsqu'ils sont nés de cette manière-là. Les réponses qu'on nous a données ne sont pas convaincantes. Il n'y a aucune réponse, il n'y a aucun lien scientifique entre la naissance de ces enfants autrement et le fait qu'on les désigne de sorciers pour les soumettre à un châtiment mortel. On nous répond tout le temps, nos ancêtres ont fait, nos aïeux ont fait, c'est la tradition et nous-mêmes, nous le faisons. Les deux seront lancés le 8 novembre prochain à la salle de cinéma Canal Olympia à Ologadé à Cotonou ici. À l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, nous allons faire le lancement. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, nous allons continuer la sensibilisation à travers tout le pays et il nous faut beaucoup de moyens pour le faire. Donc que les gens n'hésitent pas à acheter notre ouvrage.
Autre élément dans ce journal, le paiement des redevances liées aux droits d'auteur et droits voisins continue de faire polémique dans le milieu artistique et audiovisuel. Malgré l'existence d'une loi, les différents acteurs peinent toujours à verser leurs redevances afin d'améliorer le revenu des artistes. À l'occasion de la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora, l'importance des droits d'auteur est d'actualité. Ulvaeus Balogun et Bruno Rotekbo pour plus de détails. Loin d'être une taxe, encore moins un impôt, le droit d'auteur est la contrepartie forfaitaire payée par un usager qui utilise une œuvre de l'esprit. Au Bénin, son paiement s'impose toutes les fois que les œuvres de l'esprit sont utilisées par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit. Mais le constat est tout autre. Tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit ne s'acquittent pas des redevances. Par conséquent, ils utilisent les œuvres de l'esprit à des fins lucratives dans l'ombre. Sous d'autres cieux, par an, les gens sont dans les centaines de millions par rapport aux droits d'auteur qu'ils perçoivent. Et chez nous, allez-y voir, la dernière répartition, les gens sont arrivés, ils n'ont pas trouvé un coupec. Et pourtant, le Bénin dispose depuis 2005 d'une loi relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous nous sommes dit maintenant, il faut aller, c'est-à-dire dans le sens du social, de la vie de l'artiste. Nous allons œuvrer pour le recouvrement de redevances de droits d'auteur, pour que tous les consommateurs d'œuvres d'esprit, à savoir vous les médias, les radios et les télévisions, les hôtels, les bars, les restaurants et les prestataires de sonorisation, pour le paiement de redevances de droits d'auteur. Si les gens vraiment se libèrent des droits d'auteur, il y aura peu d'artistes miséreux au Bénin. Ce qui passe par la promotion des œuvres des artistes musiciens locaux à travers la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora. Ainsi, 78 radios et télévisions béninoises sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire national pour jouer de la musique 100% béninoise durant 15 jours. Quand les gens déclarent 100 œuvres et ils payent les droits d'auteur, et que dans la déclaration, que c'est 30% qui est de musique béninoise qui est exécutée, les 70 autres iront à l'extérieur, iront à l'extérieur. Alors, nous n'avons pas assez de ressources et le peu que nous avons, on va les laisser s'échapper. Non, c'est d'ailleurs pour ça que nous œuvrons, pour que si les gens déclarent 90%, 80%, c'est que notre ressource reste au pays, chez nous, les artistes. Et c'est avec ça que nous allons vivre quand même, c'est pour faire tourner la société. C'est ça, c'est notre combat. Un combat pour sortir l'artiste musicien de la précarité et lui permettre de vivre de son art. La répartition se fait 2 fois par an, par semestre. Alors que quand les artistes viennent en ces temps-ci, il n'y a pas de grand-chose dans la cagnotte. Et nous allons vous exhorter, vous les médias, et tous les autres consommateurs, à payer les redevances de droits d'auteur pour que les artistes, quand même, se sentent mieux. Il s'agit donc d'attirer l'attention de tous les consommateurs pour une prise de conscience collective en vue du paiement des droits d'auteur indispensables pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes béninois. Du Bénin lutte contre l'immigration clandestine. La Guinée se montre plus déterminante. Elle a initié avec l'appui de ses partenaires un projet d'intégration à la vie économique. Le budget est colossal, près de 23 milliards de francs CFA. Ce projet entend empêcher les jeunes Guinéens de quitter le pays, selon le ministre guinéen de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mokhtar Diallo. Ce projet doit apporter des réponses efficaces à ce phénomène, notamment un programme d'insertion et de formation à l'intégration. La Mauritanie estime que la mesure prise par l'administration américaine d'enlever son nom de la liste des pays bénéficiaires des avantages commerciaux accordés dans le cadre de l'AGOA est légère et vide de sens. Dans sa lettre de motivation adressée au Congrès, le président américain considère que Nouakchott n'a pas enregistré des progrès suffisants en matière de lutte contre l'esclavage. Mais la Mauritanie réfute cette accusation et dégage toute responsabilité. Elle estime par ailleurs qu'elle s'est investie dans la lutte contre l'esclavage par ses propres efforts et sans aucune aide américaine. Pour rappel, la Mauritanie est devenue éligible à l'AGOA en 2007, soit 7 ans après sa création. Cet accord commercial lui permettait d'exporter ses produits, notamment énergétiques, à des prix avantageux vers les États-Unis. Ainsi se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.
Amandine Anyambassou, merci à vous. À présent, nous passons à la revue de l'actualité web. Au Bénin, le calendrier universitaire 2018-2019 est connu. La communauté universitaire est désormais située sur le chronogramme des activités académiques au titre de l'année 2018-2019. Selon la note de service du rectorat portant calendrier universitaire 2018-2019 du campus d'Abomey-Calavi, il est important de retenir que l'année universitaire ayant débuté le lundi 15 octobre 2018 prend fin le 31 juillet 2019. La rentrée solennelle aura lieu le 14 novembre prochain. Il faut souligner que la rentrée académique 2019-2020 à l'université d'Abomey-Calavi est fixée au lundi 30 septembre 2019. Le Bénin sacré champion d'Afrique en roller. Les 8 athlètes béninois ayant pris part à la compétition ont, de par leur performance, permis au Bénin de conserver son titre en remportant au total 29 médailles. 11 en or, 9 en argent et 9 en bronze devant le Kenya et l'Égypte, pays hôtes respectivement 2e et 3e de la compétition. Félicitations aux champions. Aux États-Unis, Barack Obama provoque l'euphorie dans un fast-food. Ex-président depuis bientôt 2 ans, Barack Obama, prédécesseur de Donald Trump, reste populaire. Il y a quelques heures, Barack Obama a été aperçu dans un fast-food de Miami aux États-Unis. Les clients étaient ravis de voir parmi eux l'ancien président américain venu s'acheter des tacos, tout en laissant un pourboire intéressant aux salariés présents. Un choix pas anodin de l'ancien président des États-Unis, puisque la chaîne de restauration emploie des immigrés. Pour rappel, le président Trump s'en prend très souvent aux immigrants qu'il accuse de tous les maux. En les appelant à voter, Barack Obama espère que les démocrates garderont l'avantage dans certaines zones clés pour les élections de mi-mandat. Bientôt, le tout premier smartphone à écran pliable fera son apparition en Chine. Intitulé FlexPai, cet écran pliable grand de 8 pouces peut également prendre la forme d'un smartphone de 5 pouces. Assez épais et plus lourd qu'un téléphone ordinaire, ce dernier ne révolutionne pas vraiment la praticité du téléphone, mais séduit tout de même puisqu'il s'agit du premier dans le genre. Disponible en précommande, ce téléphone devrait être livré avant la fin de l'année 2018 aux usagers chinois avant d'être commercialisé dans le reste du monde. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et à demain. Voilà, merci à vous Evra Anani et Cécile Roundé pour cette belle revue de l'actualité web. À présent, le rappel de la météo.
Voilà la citation de ce soir à présent que nous souhaitons partager avec vous. Les personnes qui réussissent adoptent au quotidien des habitudes positives qui les aident à grandir et à apprendre. Les personnes qui réussissent adoptent au quotidien des habitudes positives qui les aident à grandir et à apprendre. Cette citation nous vient de John Maxwell. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de ce deuxième numéro de la semaine du Grand Rendez-vous. Nous remercions également toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission que nous espérons que vous avez appréciée. Je vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.